Bonjour tout le monde. On va passer à la deuxième partie de la phase gastrique de la digestion et on va parler de la motricité gastrique, bien de la fonction motrice de l'estomac. Vous devez connaître les différents types de contractions pariétales gastriques. Vous devez décrire la motricité gastrique proximale, la motricité distale et pylorique. Vous devez également savoir résumer les mécanismes et les facteurs de régulation de la motricité et de la vidange gastrique. Alors pour cela, on doit connaître quelques caractéristiques neuromusculaires de la paroi gastrique, connaître également les phénomènes moteurs qui se déroulent dans l'estomac proximal, dans l'estomac distal et dans le pylore, définir également la vidange gastrique, la vidange des liquides, des solides digestibles et des solides non digestibles. Et enfin, on doit connaître les facteurs et les mécanismes de contrôle de la vidange gastrique. Dans l'introduction, l'activité motrice de l'estomac complète sa fonction sécrétoire. Elle vise à assurer le brassage des aliments et leur évacuation progressive vers le duodénum. C'est-à-dire que et la fonction sécrétoire et la fonction motrice sont indispensables pour la bonne digestion et la bonne absorption des aliments dans l'intestin. Donc on décrit deux types d'activité motrice gastrique. Il y a premièrement l'activité péristaltique. Ce sont des mouvements propulsifs sous forme de contraction qui se déplacent le long de la paroi. Donc ce sont des contractions ou bien des mouvements propulsifs. Alors il y a l'activité tonique qui est une contraction permanente des fibres musculaires circulaires qui dépend essentiellement du nerf vague. Voilà la différence entre les deux types de contractions. La première, ce sont des contractions propulsives. Alors la deuxième, c'est une contraction statique, non propulsive. Voilà. On va voir quelques caractéristiques neuromusculaires de la paroi gastrique. Premièrement, les cellules proximales présentent un potentiel de repos faible, alors les cellules distales présentent un potentiel élevé. Ça veut dire que au niveau de l'estomac proximal, pour arriver au potentiel d'action, pour avoir une activité mécanique, il nous faut une stimulation faible. Donc, une stimulation faible suffit pour avoir une réponse et un potentiel d'action, une activité mécanique ou bien contractile. Alors, au niveau de l'estomac distal, le fait que le potentiel de repos est élevé, c'est-à-dire le seuil de dépolarisation est très loin du potentiel de repos, ça veut dire qu'il faut une intensité de stimulus ou bien une stimulation d'intensité importante pour arriver au seuil de dépolarisation et donc pour créer un potentiel d'action et donc d'une activité contractile ou bien mécanique. Voilà l'intérêt de ce premier point. Deuxièmement, le rythme électrique de base au niveau de l'estomac démarre du pacemaker, ce sont les cellules de Cajal, qui sont situées, ou bien cette région qui est située à la jonction entre le tiers supérieur et les deux tiers inférieurs de la grande courbure. Elle est responsable des ondes de dépolarisation lente, appelées encore potentiel à plateau,
selon un rythme de 3 cycles minutes. Voilà sur le schéma. Donc, la zone ou bien la région pacemaker est responsable de quoi? Des ondes de dépolarisation lente selon un rythme de 3 à 4 cycles minutes et appelés encore potentiels à plateau, mais qui ne sont pas propulsifs, c'est-à-dire qui n'engendrent plus d'activité mécanique. Alors, sur ce tracé d'activité électrique de base, vient quoi? Vient se greffer des potentiels de dépolarisation rapide appelés spikes. Voilà les potentiels de pointe qui sont des ondes de dépolarisation rapide. Donc, sont à l'origine d'une activité mécanique. Donc, ces ondes de dépolarisation rapide sont responsables des contractions dirigées vers le pylore à la vitesse de 1 cm/s. Donc, il y a deux types d'activités. La première, c'est une activité électrique de base, non propulsive, selon un rythme cyclique, selon un rythme de 3-4 cycles minutes. Ce sont des ondes de dépolarisation lente. Alors, le deuxième type, c'est une activité comment? Activité électrique rapide, des ondes de dépolarisation rapide, qui va engendrer une activité mécanique dirigée vers le pylore, des contractions péristaltiques dirigées vers le pylore. Donc ici, il faut noter que les ondes lentes, ou bien le rythme électrique de base, est déclenché même en dehors du repas, donc sans aucune stimulation. Donc c'est une activité automatique. Alors les contractions ou bien les ondes de dépolarisation rapide sont déclenchées essentiellement par l'arrivée des repas. Donc l'arrivée des repas, la distension, en particulier la distension, est à l'origine, distension de la paroi, est à l'origine du déclenchement de ces ondes de dépolarisation. On va voir les phénomènes moteurs dans l'estomac proximal. Premièrement, l'estomac proximal comprend le fundus et la partie proximale du corps. Donc c'est tout à fait, vous avez déjà vu ça. Donc l'estomac proximal, c'est un réservoir dans lequel les aliments sont mélangés aux sécrétions gastriques. Donc on distingue deux situations. Premièrement, au repos. Au repos, on note au niveau de l'estomac proximal toujours, on note quoi? On note une activité tonique. Donc c'est une contraction musculaire permanente. Cette tonicité ou bien cette activité tonique, elle est médiée par le 10e paire crânien, c'est-à-dire elle est sous commande cholinergique via l'acétylcholine, et on note également l'absence d'activité péristaltique. Donc, je dis bien au repos, c'est-à-dire en dehors du repas. Alors, à l'arrivée du bol alimentaire, l'estomac se relaxe et on parle dans ce cas-là de la relaxation réceptrice ou bien relaxation réceptive, c'est la même chose. Cette relaxation est médiée toujours par le nerf vague, mais par le système non adrénergique, non cholinergique, via le neuromédiateur vaso-intestinal peptide ou bien le monoxyde d'azote. Sur le schéma, on va détailler ça. Donc, la première situation, c'est ici, c'est en dehors du repas. Ici, dans l'estomac proximal, il y a quoi? Il y a une activité tonique permanente. C'est une contraction tonique médiée par le nerf vague via l'acétylcholine comme neuromédiateur.
Alors, une fois le bol alimentaire arrive, il y a une distension de cette paroi. Donc voilà, elle prend la deuxième situation. Et cette distension est à l'origine de quoi? D'un réflexe vagovagal. Un réflexe vagovagal qui inhibe quoi? Qui inhibe la stimulation cholinergique et la remplace par une stimulation non adrénergique, non cholinergique via le monoxyde d'azote et le vasointestinal peptide comme neuromédiateur. Et on parle dans ce cas-là de la relaxation réceptive. Alors, dans l'estomac distal, également on va voir les phénomènes moteurs pendant et en dehors du repas. L'estomac distal qui comprend la partie distale du corps et l'antre, bien sûr, présente une activité péristaltique propulsive. Elle assure en phase postprandiale le broyage et le malaxage des particules solides, puis leur évacuation. Alors, l'activité motrice centrale s'intensifie progressivement pour réaliser la systole antrale. Ça veut dire que, au fur et à mesure que l'onde contractile ou bien les contractions péristaltiques arrivent au niveau de l'antre, donc elles commencent au niveau du corps. Une fois arrivées au niveau de l'antre, les contractions deviennent intenses et donc vont constituer ce qu'on appelle la systole antrale. Donc c'est comme une éjection du chyme pour traverser le pylore. Alors, pendant la période interdigestive, c'est-à-dire à distance des repas, l'estomac distal subit les variations cycliques du complexe moteur migrant. Ce complexe moteur migrant est constitué de 3 phases. La phase 1, c'est une phase préparatoire ou bien de quiescence. La phase 2, c'est une phase d'activité irrégulière. Alors, la phase d'activité contractile intense et puissante, c'est la 3e phase. Le complexe migrant moteur est généré par le système nerveux intrinsèque et par la lamotrigine, qui est sous la dépendance de la somatostatine. Donc, on va voir plus tard, la somatostatine stimule la libération de la lamotrigine. On passe au phénomène moteur dans le pylore. Le pylore présente une activité tonique permanente sur laquelle se surimposent des contractions phasiques de forte amplitude au rythme d'environ 3 cycles ou bien 3 contractions par minute. Le pylore est la plupart du temps fermé, alors de temps en temps il subit des contractions et il s'ouvre selon un rythme de 3 cycles ou bien 3 contractions minutes. Le pylore est un facteur, comme vous savez, un facteur anti-reflux duodéno-gastrique pour protéger l'estomac des sécrétions pancréatiques, etc. Alors, on note 2 situations également. Au cours de la première heure postprandiale, les contractions pyloriques sont coordonnées aux contractions duodénales, ce qui freine l'évacuation gastrique. Donc, une fois il n'y a plus de coordination entre les contractions antrales et pyloro-duodénales, ça empêche quoi? Ça empêche le passage du chyme alimentaire.
Alors, au cours de la deuxième heure ou plus, les contractions sont plutôt coordonnées aux contractions entrales. C'est pour ça la contraction entropyloro-duodénale facilite l'évacuation gastrique. Donc, ça veut dire que durant la première heure dans laquelle les aliments ne sont pas ou bien ne sont pas encore digérés, ou bien ne sont pas bien digérés, donc il faut limiter le passage des aliments durant la première heure. Et donc c'est un mécanisme, cette discoordination est un mécanisme physiologique pour empêcher le passage des nutriments ou bien des aliments avant leur dégradation et leur brassage bien comme il faut. Alors à partir de la deuxième heure, on peut avoir des aliments plus ou moins dégradés et on peut pour leur permettre de passer le pylore et traverser donc le pylore vers le duodéne. Bon, on va décrire ces phénomènes des contractions péristaltiques dans les différentes parties de l'estomac, ou bien essentiellement dans l'estomac distal et le pylore. Donc, premièrement, il faut noter que l'onde péristaltique démarre à la partie moyenne du corps. Et à ce moment-là, une fois l'onde péristaltique arrive à la partie moyenne du corps, le pylore est ouvert. Mais le gradient de pression entéroduodénale est encore faible, mais il est suffisant également pour assurer l'évacuation des liquides et des petites particules. Au fur et à mesure que l'onde s'approche du pylore, le gradient de pression augmente et le pylore se ferme pour lutter contre le passage des aliments qui ne sont pas encore prêts d'être évacués. Les aliments vont ainsi buter contre un pylore fermé. Ce processus permet la transformation du bol alimentaire en chyme gastrique. Les aliments ne franchissent le pylore sauf si leur diamètre sera inférieur à 0,3 mm. On va voir ça sur le schéma et on va détailler ça. Donc ici, la première des choses, l'onde péristaltique commence à la moitié ou bien à la partie moyenne du corps et elle se dirige vers le pylore. Donc, une fois arrivé à la partie moyenne, ici, à la partie moyenne, le sphincter pylorique est encore ouvert. Mais le problème ici, c'est que le gradient de pression pyloro ou bien entéroduodénal, il est faible, ce qui ne permet pas le passage des solides de grand diamètre. Alors, ce faible gradient permet ou bien est suffisant pour le passage des liquides et des petites particules. Deuxièmement, arrivant au pylore, la contraction péristaltique, une fois arrivé au pylore, le gradient entéroduodénal augmente, ce qui donne quoi? Ce qui oblige la fermeture du pylore pour empêcher le passage des aliments qui ne sont pas encore qui ne répondent pas encore aux conditions de passage. On va les voir. Il y a des conditions physico-chimiques et même énergétiques pour laisser le passage des nutriments
vers le duodénum. Donc les aliments butent contre un pylore fermé et refoulent dans l'antre, ce qui permet leur brassage et leur dégradation jusqu'à l'obtention de quoi? Des particules d'un diamètre de moins de 0,3 mm. Donc à ce moment-là, ces particules peuvent échapper ou bien peuvent traverser la barrière ou bien le sphincter pylorique. Voilà, grosso modo, le mécanisme de contraction et du péristaltisme entropylorique. Cette fermeture, c'est-à-dire la fermeture de pylore, est réflexe. Elle est générée par des conditions ou bien par des facteurs physiques ou chimiques. Premièrement, la température de l'aliment et également par la composition chimique du chyme alimentaire également. Donc, l'ouverture du pylore est conditionnée par la réunion de plusieurs paramètres. Il y a la température neutre du chyme, il y a le pH alcalin, il y a l'osmolarité du chyme, qui devrait être comment isotonique à l'osmolarité plasmatique, et la commande vagale qui est importante. Donc ici, on voit bien les deux théories qui, c'est-à-dire qui expliquent les conditions d'ouverture du pylore. Il y a la théorie moderne américaine qui s'intéresse uniquement à la différence de pression, de gradient de pression intra-duodénale. Lorsque la pression duodénale est supérieure à la pression gastrique, le pylore est fermé et donc le chyme est refoulé et retourne dans l'estomac et dans l'antre. Alors, lorsque la pression gastrique dépasse la pression duodénale, ou bien la pression antrale dépasse la pression duodénale, le pylore s'ouvre et le chyme donc passe le sphincter pylorique. Alors, il y a la théorie classique russe donc, qui explique l'ouverture du pylore suite à des conditions physico-chimiques. Donc, le pylore s'ouvre uniquement si le pH du chyme est alcalin, si la tonicité elle est identique à celle du plasma, s'il y a une simulation vagale et si la température, bien sûr, du chyme est neutre. Et en réalité, l'ouverture du pylore nécessite c'est-à-dire la réunion des deux de ces différentes conditions, c'est-à-dire les conditions physico-chimiques et la pression la pression importante, la pression gastrique ou bien antrale importante. On passe à la vidange gastrique. La vidange est un phénomène complexe, finement contrôlé, dont la finalité est de réguler l'arrivée des nutriments dans le grêle supérieur bien sûr, pour assurer une bonne digestion et absorption intestinale et un confort postprandial de l'individu. Donc, ce vidange, ou bien ce phénomène d'évacuation gastrique dépend de plusieurs paramètres. Il y a des paramètres physico-chimiques et des paramètres énergétiques. Donc, c'est pour ça, la vidange gastrique assure normalement un débit d'évacuation d'environ 150 kcal/h. Donc, c'est pour ça, quand on prend un repas copieux, énergétique, donc ça nécessite plus de temps pour être évacué. L'évacuation est sélective et biphasique.
Ça veut dire que qu'elle est, euh, euh, qu'elle dépend de la nature du chyme, c'est-à-dire elle diffère entre les liquides et les solides digestibles et les solides non digestibles. Donc l'évacuation est meilleure ou bien est rapide pour les liquides et elle est un peu lente pour les solides digestibles et elle est très lente pour les solides comment non digestibles. Voilà. En ce qui concerne la vidange des liquides, donc le phénomène ou bien l'évacuation dépend du gradient de pression entre, je dis bien, l'estomac proximal et le duodénum. Dans ce cas-là, le temps de demi-vidange pour les liquides, toujours, est aux alentours de 30 minutes. Donc, pour évacuer la moitié du volume de liquide, donc ça nécessite à peu près 30 minutes. En ce qui concerne la vidange des solides digestibles, les glucides, les protéines et les lipides, ça dépend du péristaltisme antral. Et bien sûr, la coordination entre pyloro-duodénal. Le temps de demi-vidange est aux alentours de 2 heures, alors la vidange totale est aux alentours de 4 heures. Ici, on parle d'une vidange comment accélérée pour les glucides, vient par la suite les protéines, alors les lipides sont évacués en dernier. En ce qui concerne les solides non digestibles, comme les fibres alimentaires, ici le temps de demi-vidange est un peu lent, il peut aller jusqu'à 3 heures. Ça se voit essentiellement durant la phase post-absorptive à l'aide du complexe moteur migrant. Donc ici, on voit bien sur ces courbes la durée ou bien la vidange gastrique des différents aliments. Donc la vidange, elle est très rapide pour les liquides. Donc la demi-vidange aux alentours de 30 minutes. Donc la demi-vidange, voilà, 30 minutes. Vient par la suite les solides digestibles, essentiellement les glucides et les protéines. Les lipides en dernier lieu. Alors, les solides non digestibles, ça nécessite plus de temps. Et vous voyez ici, la sécrétion marche en parallèle avec l'évacuation, puisque ce sont deux fonctions complémentaires qui vont aboutir à quoi? À une bonne digestion et bonne absorption. On passe aux facteurs modifiant la vidange gastrique. Donc, la vidange est modifiée par plusieurs paramètres, que ce soit physiologique ou pathologique. Premièrement, la position allongée, c'est tout à fait normal. La position allongée augmente quoi? Augmente la durée de la vidange. Alors la position debout la diminue. La vidange gastrique est plus rapide le matin que le soir. Donc c'est pour ça qu'il faut manger peu le soir pour ne pas souffrir de lourdeur, etc. La durée de la vidange gastrique augmente avec le volume de repas, bien sûr, avec la taille des aliments et avec le gras, puisque les lipides sont évacués lentement. Le stress également ralentit la vidange gastrique, puisque le stress est médié par le système nerveux sympathique, c'est-à-dire la noradrénaline. Alors, la noradrénaline freine les contractions, ce qui ralentit la vidange gastrique. La vagotomie, en dernier lieu, c'est-à-dire la section du nerf vague. Donc, cette vagotomie accélère la vidange des liquides. Alors, elle entraîne une stase gastrique par diminution de la vidange des solides. Donc, il y a deux situations en ce qui concerne la vagotomie. En ce qui concerne la vidange des liquides, elle accélère
Alors, pour l'évacuation des solides, il comment? Il diminue là le temps de vidange de ces particules. On passe au contrôle de la vidange gastrique. Donc, le contrôle de la vidange gastrique ou bien de l'évacuation gastrique est sous une commande neuro-hormonale. Donc, il y a des substances ou bien des médiateurs favorisant l'évacuation. Ce sont généralement des facteurs gastriques. Et il y a des facteurs et des substances qui freinent l'évacuation. Ce sont généralement des facteurs comment? Des facteurs duodénaux, ou bien des substances duodénales. Donc, ici, dans ce tableau, il y a les différents facteurs. Par exemple, dans les facteurs qui stimulent la vidange gastrique, les contractions et la vidange. Donc, il y a premièrement la distension gastrique. La distension gastrique via le réflexe court intrapariétal, c'est-à-dire par l'intervention du système nerveux intrinsèque ou bien entérique, ou bien le réflexe long vago-vagal, à l'aide de quoi? À l'aide de l'innervation vagale. Donc ici, il y a quoi? Il y a stimulation des contractions et donc stimulation de l'évacuation. Il y a également la gastrine. La gastrine qui est un facteur, qui est une hormone favorisant la contraction gastrique essentiellement entrale, mais c'est un facteur qui renforce la fermeture du pylore. Alors, pour la montiline qui est sécrétée à distance des repas, il favorise l'ouverture du pylore et également stimule les contractions gastriques pendant la phase interdigestive. Et donc, il est responsable du complexe migrant-moteur. Alors, pour les facteurs inhibiteurs, ce sont essentiellement des facteurs duodénaux et intestinaux. Il y a, par exemple, la présence des nutriments, les glucides, les protéines, les lipides. Il y a l'acidité, les acides gras. Il y a les hormones comme la sécrétine, la cholécystokinine. Et sans oublier, bien sûr, le stress, la douleur, l'anxiété, qui sont des situations médiées ou bien commandées par le système nerveux sympathique. Et donc, la noradrénaline va jouer son rôle et donc va diminuer les contractions et freiner les contractions gastriques. Alors également la distension duodénale, c'est-à-dire en aval du pylore. La distension signifie quoi? Signifie qu'il y a des aliments, qu'il y a encore d'énergie dans le duodénum, dans l'intestin, que l'absorption n'a pas encore terminé, n'a pas encore achevé. Donc, et on parle dans ce cas-là du réflexe entérogastrique. La distension duodénale est responsable d'un réflexe entérogastrique. Donc, c'est un réflexe inhibiteur des contractions gastriques. On va terminer par ce schéma qui résume les mécanismes de régulation de la motricité gastrique dans les différentes parties, bien sûr, l'estomac proximal, l'estomac distal et le pylore. Donc, on a dit que l'estomac proximal est le lieu de stockage des aliments et elle est douée d'une activité comment? Activité contractile, activité tonique, voilà. Alors, l'estomac distal est doué d'une activité contractile péristaltique. Le pylore est comment? A une activité tonique également, qui est surimposée par des contractions phasiques. Voilà les contractions qui se trouvent dans les différentes parties de l'estomac. Donc on va commencer, mais avant,
Il faut noter que même avant l'arrivée d'aliments, bien du bol alimentaire, il y a des contractions qui sont déclenchées à l'aide d'une stimulation cholinergique durant la phase céphalique de la phase céphalique de la prise alimentaire. La phase céphalique, c'est une phase purement nerveuse, psychosensorielle, déclenchée par le goût, l'odorat, etc. Pardon. Donc, elle est médiée par l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine est responsable de ces contractions gastriques. Mais la prise alimentaire constitue quoi? Constitue le stimulateur important, ou bien le principal stimulateur des contractions gastriques. Au niveau de l'estomac proximal, au repos, il y a l'activité tonique qui est commandée par l'acétylcholine. Alors, une fois le bol alimentaire arrive, il y a la distension de la paroi gastrique qui va engendrer un réflexe vagovagal responsable de l'inhibition du tonus gastrique et qui va être remplacé par la relaxation réceptive commandée par le système non adrénergique non cholinergique via les neuromédiateurs monoxyde de carbone et vaso-intestinal peptide. Alors, la distension également, elle est responsable de quoi? Elle déclenche des ondes de dépolarisation rapide dirigées vers le pylore. Elle est responsable également de la sécrétion de pas mal de substances, essentiellement la gastrine qui participe également au renforcement des contractions musculaires. Alors, cette activité péristaltique s'intensifie jusqu'au pylore. Alors, arrivé au pylore, ce dernier se ferme pour permettre le refoulement et donc le plus de brassage et le plus de dégradation des aliments pour être prêts à être déversés dans le duodénum. Donc voilà en ce qui concerne les facteurs stimulant la contraction et l'évacuation. Alors, il y a des facteurs duodénaux qui inhibent ces contractions et qui renforcent la fermeture du pylore, comme la cholécystokinine, la sécrétine, le GIP, l'acidité et l'hyperosmolarité du liquide duodénal. Alors, la gastrine également renforce quoi? La fermeture du pylore. Il y a une moitié également ici, c'est la motiline. Donc, la motiline, dont la libération est sous le contrôle de la somatostatine, et ça se voit à distance des repas. La motiline est responsable de l'ouverture du pylore. Voilà en ce qui concerne les différents mécanismes de régulation de la motricité gastrique dans les différentes parties de l'estomac. Et merci de votre attention.